Au moment où de nouvelles salves de missiles iraniens traversent le ciel en direction d'Israël, un fait saute aux yeux. Ces images spectaculaires, avec leurs traînées lumineuses qui illuminent la nuit, disparaissent presque immédiatement des écrans des grandes chaînes internationales. On les voit quelques secondes sur les réseaux sociaux, puis plus rien. Ce silence n'est pas un hasard. Il montre que la guerre d'aujourd'hui ne se limite plus aux explosions ou au front militaire. Elle se joue aussi, et surtout, dans l'arène de l'information. Nous assistons à une bataille pour le contrôle des récits. D'un côté, des vidéos brutes filmées par des téléphones anonymes montrent la réalité crue, des explosions, des interceptions, des dégâts au sol. De l'autre, les grands médias préfèrent diffuser des cartes animées, des experts en costume qui commentent calmement, ou des reportages sur des sujets complètement différents. Cette différence n'est pas technique. Elle fait partie d'une stratégie plus large, gérer ce que le public voit, ce qu'il ressent et, finalement, ce qu'il croit. Dans les conflits modernes, une image peut peser plus lourd qu'un missile balistique. Une vidéo diffusée au bon moment peut changer l'opinion publique en quelques heures. Une alerte qui tombe juste avant une frappe peut modifier les décisions politiques avant même que les débris ne touchent le sol. À l'inverse, cacher une image, c'est nier un fait. C'est affaiblir symboliquement l'adversaire sans tirer un seul coup de feu. C'est pour cela que les flux d'images ne circulent plus librement. Ils sont triés, calibrés, parfois bloqués pour coller à une version officielle des événements. Regardons ce qui se passe en ce moment même dans la région. Depuis février 2026, les frappes conjointes américaines et israéliennes ont visé des centaines de cibles en Iran, des bases de missiles, des centres de commandement, des sites liés au programme nucléaire. Des responsables de haut niveau ont été touchés, y compris le guide suprême Ali Khamenei selon plusieurs sources confirmées. En réponse, l'Iran a lancé des vagues successives de missiles et de drones contre Israël, mais aussi contre des bases américaines au Qatar, en Arabie Saoudite et ailleurs. Le détroit d'Ormuz a été perturbé, les prix du pétrole ont grimpé, et la violence s'est étendue à plusieurs pays voisins. Pourtant, sur beaucoup d'écrans occidentaux, ces images iraniennes de riposte restent rares ou traitées avec distance. On parle plutôt de représailles limitées, des analyses stratégiques, où on passe directement à d'autres sujets. À l'inverse, les frappes sur Téhéran sont montrées avec plus de détails, fumée noire sur la capitale, bâtiments touchés, bilans humains. Cette asymétrie n'est pas neutre. Elle construit une perception, d'un côté une force qui agit avec précision et légitimité, de l'autre un adversaire qui réagit de façon désordonnée et dangereuse. Cette guerre de l'image est devenue une science de l'omission. Ne pas montrer, c'est effacer. Ne pas diffuser, c'est désarmer psychologiquement. Mais dans un monde où tout le monde a un smartphone, le contrôle total est presque impossible. Chaque silence sur une grande chaîne est rempli en quelques minutes par des milliers de publications sur les réseaux. Des vidéos amateurs, des témoignages directs, des lives non filtrés. Cela crée une énorme dissonance chez les spectateurs. Doit-on croire ses yeux quand on voit une vidéo brute d'un missile qui perce les défenses ? Ou doit-on faire confiance aux analyses expertes qui expliquent que l'impact est mineur, que les systèmes de défense ont fait leur travail ? Nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité militaire. Une défaite tactique peut être transformée en victoire symbolique avec un bon montage et un bon timing. Une offensive massive peut être réduite à un incident regrettable, selon l'angle choisi. Celui qui domine le récit domine la guerre aux yeux du monde, même si le terrain raconte une autre histoire. Et dans ce domaine, les algorithmes des plateformes jouent un rôle énorme. Ils amplifient certaines vidéos, enterrent les autres, selon des critères souvent opaques. Prenons un exemple concret. Lors des dernières salves iraniennes, des images ont circulé montrant des missiles Kébar frapper des zones près de Tel Aviv ou de Haïfa. Les sirènes hurlent, les interceptions illuminent le ciel, certains projectiles passent. Pourtant, sur les chaînes principales, on insiste sur le taux d'interception élevé, sur le fait que les dégâts restent limités. On montre peu les scènes de panique dans les rues ou les impacts directs quand ils existent. À l'inverse, quand les frappes touchent Téhéran, les images de destruction sont diffusées en boucle, avec des commentaires sur la précision chirurgicale des opérations alliées. Le Moyen-Orient est entré dans une phase extrêmement dangereuse, peut-être la plus critique depuis des décennies. Les États-Unis ont officiellement notifié le Congrès qu'ils conduisent une opération militaire ouverte contre l'Iran. Presque au même moment, plusieurs bombardiers stratégiques capables de transporter des armes nucléaires ont été repositionnés vers le Moyen-Orient. Ce n'est plus une question de frappe limitée ou symbolique.
Washington envoie un message très clair. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de la logique de dissuasion si nécessaire. Ce qui rend la situation particulièrement inquiétante, c'est l'absence totale de calendrier précis. Donald Trump n'a indiqué ni date de fin, ni même une durée maximale envisagée pour cette opération. Cette absence de limite temporelle change radicalement la nature du conflit. Au départ, les planificateurs américains tablaient sur une campagne courte, précise, décisive, quelques jours, peut-être 2 semaines au maximum, pour neutraliser les capacités les plus menaçantes de l'Iran. Les faits sur le terrain ont rapidement contredit ce scénario. L'opération s'étend, s'approfondit, et prend une dimension bien plus large que ce qui avait été anticipé en début de semaine. Dans la foulée, le département d'État américain a émis un avertissement urgent. Il demande à tous les citoyens américains de quitter immédiatement 14 pays différents. Parmi eux figurent l'Égypte, le Liban, la Jordanie, mais aussi plusieurs États du Golfe. Quand Washington prend une mesure de cette ampleur, ce n'est jamais anodin. Cela signifie que les services de renseignement et le Pentagone estiment que le risque peut désormais déborder largement hors des frontières iraniennes. Le conflit menace de devenir régional, voire de toucher des zones jusque-là relativement épargnées. De son côté, Téhéran n'est pas resté les bras croisés. Les gardiens de la révolution ont d'abord visé l'ambassade des États-Unis à Riyad, une cible symbolique très forte. Puis, dans les heures qui ont suivi, 8 drones ont été lancés contre des installations saoudiennes. Le calcul derrière ces actions est limpide. L'Iran refuse que cette guerre reste un duel bilatéral Iran-États-Unis. Il veut élargir le front, faire payer les alliés régionaux de Washington, et surtout obliger l'Arabie saoudite à s'impliquer directement. Une fois Riyad dans la guerre, les règles changent complètement. Les bases militaires, les raffineries, les terminaux pétroliers, les aéroports deviennent des cibles légitimes et immédiates. Nous sommes donc face à une double question qui domine tout le reste. Cette confrontation va-t-elle se terminer rapidement comme l'espérait la Maison-Blanche? Ou sommes-nous en train d'entrer dans un conflit prolongé, coûteux, épuisant pour tous les camps? Regardons d'abord les objectifs déclarés et les stratégies réelles de chaque acteur. Du côté américain et israélien, l'objectif est clair, une victoire nette, rapide, visible. Ils ont besoin de démontrer que leurs frappes ont paralysé durablement les capacités balistiques et nucléaires iraniennes. Ils veulent clore ce dossier avant que le coût politique, financier et humain ne devienne ingérable à Washington et à Tel Aviv. L'Iran, lui, a parfaitement compris cette urgence. C'est pourquoi sa stratégie est exactement l'inverse, faire traîner les opérations le plus longtemps possible. Chaque semaine, chaque mois supplémentaire qui passe sans victoire décisive américaine est considéré comme un succès stratégique pour Téhéran. L'Iran ne cherche pas à gagner au sens classique du terme. Il cherche à empêcher l'adversaire de gagner vite. C'est précisément pour cette raison que les premières salves américaines, pourtant massives et technologiquement très avancées, n'ont pas suffi à mettre fin à la menace. L'Iran dispose d'un arsenal balistique considérable. Les estimations les plus prudentes parlent d'au moins 4000 à 5000 missiles de différents types balistiques à courte, moyenne et longue portée, missiles de croisière, drones kamikazes. Même en détruisant plusieurs centaines de lanceurs lors des premières heures, il reste encore une capacité de tir très importante. Ajoutez à cela la géographie du pays. Une grande partie des sites de stockage et de lancement les plus sensibles est enterrée dans des montagnes, protégées par des dizaines de mètres de roches. D'autres installations sont dispersées dans des tunnels creusés depuis des décennies. Même les bombes anti-bunkers les plus modernes ne garantissent pas une destruction à 100%. Il suffit qu'une fraction des installations survive pour que l'Iran conserve une capacité de représailles significative. Un autre élément clé explique la résilience iranienne, la mobilité des lanceurs. Contrairement à des silos fixes, la majorité des missiles iraniens est montée sur des camions lanceurs qui se déplacent constamment. Ces véhicules changent de position toutes les quelques heures, parfois toutes les quelques dizaines de minutes en période de crise. Les satellites et les drones de reconnaissance américains peuvent repérer un lanceur à un moment donné, mais quelques heures plus tard, il n'est plus là. Cette mobilité rend extrêmement difficile l'élimination complète de la force de frappe. Le régime iranien lui-même a été construit autour de cette idée depuis 1979, se préparer à une confrontation longue avec les États-Unis. Les gardiens de la Révolution, en particulier, ont passé 47 ans à organiser une économie de guerre parallèle, à disperser les stocks, à former des unités autonomes capables de continuer le combat même si le commandement central est décimé. Ce n'est pas une armée classique qui s'effondre après avoir perdu ses généraux les plus visibles. C'est un système conçu pour encaisser des coups très durs et continuer à fonctionner.
Washington le sait. C'est pourquoi on assiste à une accélération spectaculaire des opérations. Plus de ravitailleurs en vol, plus de rotation d'avions de combat, plus de munitions de précision larguées chaque jour. L'objectif reste le même. Créer un effet de choc suffisant pour forcer Téhéran à demander un cessez-le-feu avant que l'usure ne devienne insupportable pour les deux camps. Mais l'usure frappe dans les deux sens. Chaque missile balistique ou drone que l'Iran lance oblige les forces américaines et leurs alliés à consommer des intercepteurs Patriot, THAAD, Arrow, SM-3. Ces systèmes sont extrêmement performants, mais chaque interception coûte des millions de dollars. L'Iran a déjà tiré plus de 1200 projectiles en moins de 48 heures lors d'une seule vague majeure. Si ce rythme se maintient plusieurs semaines, les stocks de défense antiaérienne risquent de s'épuiser plus vite que les stocks offensifs iraniens. C'est là que réside la véritable arme stratégique de Téhéran, le temps. Chaque jour supplémentaire est un jour où les États-Unis doivent justifier des dépenses colossales devant le Congrès, où les familles américaines voient leurs impôts partir en fumée au Moyen-Orient, où les marchés pétroliers paniquent, où les alliés européens et asiatiques commencent à s'inquiéter des répercussions mondiales. À Washington, la pression politique monte déjà. Sans troupes au sol et personne ne veut envoyer des soldats américains envahir l'Iran, le conflit reste aérien et naval. L'Iran peut donc continuer à déplacer ses lanceurs, à reconstituer partiellement ses chaînes de commandement, à absorber les pertes. Plus le conflit dure, plus les voix critiques s'élèvent aux États-Unis. Pourquoi sommes-nous encore là? Combien cela va-t-il encore coûter? Où est la victoire promise? De son côté, l'Iran n'est évidemment pas dans une situation confortable. Il perd des officiers supérieurs, des scientifiques, des installations industrielles. Son économie, déjà très fragile, souffre encore plus. La population subit des coupures d'électricité, des pénuries, la peur permanente des frappes. Mais le régime parie sur sa capacité à tenir plus longtemps que ne le supportera l'opinion publique américaine. Pourquoi l'Iran a-t-il attendu plusieurs jours avant de frapper directement l'Arabie Saoudite? Les analystes s'accordent à dire que Téhéran voulait d'abord tester la détermination américaine. Une fois convaincu que Washington ne reculait pas, il a décidé d'élargir le front pour augmenter le coût global de l'opération. Riyad est visée parce qu'elle est perçue comme le principal encouragé de la ligne dure anti-iranienne dans la région. Pour l'instant, les frappes iraniennes restent mesurées contre le Golfe. Mais si l'Arabie Saoudite, les Émirats ou le Qatar entrent officiellement dans les combats, par exemple en autorisant des frappes américaines massives depuis leur sol, alors la retenue disparaîtra. Les raffineries de Ras Tanura, les ports de Dubaï, les bases d'Al-Udeid au Qatar deviendront des cibles prioritaires. Le prix du baril pourrait alors exploser bien au-delà de ce que le monde a connu ces dernières années. En résumé, les clichés simplistes ne tiennent plus. L'Iran n'est pas un adversaire faible qui va s'effondrer en quelques jours. Mais il n'est pas non plus une superpuissance capable d'infliger une défaite stratégique aux États-Unis. Washington dispose d'une supériorité technologique et logistique écrasante, mais elle n'a pas encore transformé cette supériorité en victoire politique rapide. Nous sommes donc au milieu d'un bras de fer dont l'issue reste incertaine. Un camp mise sur la vitesse, la précision et l'intensité maximale. L'autre camp mise sur la profondeur stratégique, la dispersion, la résilience et surtout sur le temps. Le vrai combat se joue désormais au niveau de la dissuasion elle-même. Jusqu'où Washington est-elle prête à aller dans l'escalade, y compris nucléaire, pour forcer une capitulation rapide? Et jusqu'où Téhéran peut-il pousser la résistance avant que le régime ne vacille de l'intérieur? Personne ne connaît la réponse ce soir. Ce qui est sûr, c'est que chaque heure qui passe rend la région plus instable et le monde plus inquiet. Nous suivrons minute par minute les prochains développements. Restez avec nous.